Here's Johnny! Alors... Je vais pas passer par quatre chemins, la France a vu le meilleur jour. L'État est endetté à hauteur de plus de 3300 milliards d'euros, 119% du PIB. La charge de la dette était en 2022 de 4% des dépenses publiques, une des plus importantes, et ça ne fait qu'augmenter. La thèse, l'antithèse et la synthèse, c'est que si on ne fait pas tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un solde positif, on va finir comme la Grèce en 2010. Vous l'avez compris, on parle de la dette. D'où vient-elle? Pourquoi elle doit être la préoccupation économique première de tous les citoyens? Et, comme à l'accoutumée, je vais vous montrer que si on en est là, c'est pas par obligation, mais parce que nos gouvernants sont des énormes fils de... Alors pour commencer, comme dirait l'autre, il ne faut pas avoir peur. Ça ne sert à rien, soyez indigné si vous voulez, révolté même. Mais si vous êtes quelqu'un de compétent et ou entreprenant, vous n'avez pas grand chose à craindre, au contraire. Pour ceux qui n'ont pas allumé la télé, leur téléphone ou un ordinateur depuis 1970, qu'est-ce que c'est que la dette? Quand l'État dépense plus qu'il ne perçoit de recettes, impôts, taxes et cotisations, il s'endette. Il emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour combler le trou. Qui prête à l'État? Les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement ou les particuliers, par exemple. Notamment en achetant des obligations d'État, par exemple les OAT en France, il prête à l'État qui s'engage à rembourser avec intérêt. Les taux d'intérêt de prêt dépendent beaucoup de la perception des prêteurs, c'est pour ça que les agences de notation, quand on est très endetté, décident plus ou moins de la vie ou de la mort de l'économie d'un pays interventionniste. Avant d'arriver aux conséquences possibles, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Jusqu'aux années 70, la dette publique française reste contenue, en partie grâce à la forte croissance d'après-guerre, les 30 Glorieuses. En 74, la dette publique représente moins de 20% du PIB. Les déficits budgétaires existent, mais sont ponctuels et souvent liés à des événements exceptionnels, comme les guerres. Le fameux article 25 de la loi de 73, souvent critiqué à tort, interdit la Banque de France de financer directement le Trésor. L'État doit désormais emprunter sur les marchés. La crise pétrolière et le ralentissement économique créent une explosion des déficits. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à recourir massivement à l'endettement pour financer les dépenses courantes. La dette en 1980 atteint environ 21% du PIB, avec des taux d'intérêt très élevés, jusqu'à 15%. 15%, ce qui alourdit la charge de la dette. De 80 à 90, c'est la spirale. À cause de gros défis structurels, les gouvernements de gauche comme de droite dépensent plus qu'ils ne gagnent, même en période de croissance. La dette passe de 21% en 80 à 40% en 93. Les taux d'intérêt commencent à baisser à partir de 85, grâce à la désinflation menée par la Banque de France. Le traité de Maastricht, signé en 92, fixe un seuil de 60% de dette par PIB à ne pas dépasser. La France fait quelques efforts budgétaires pour rentrer dans l'euro, et en 2001, le passage à l'euro avec une dette de 56% du PIB. Les années 2000 signent le début d'une dérive accélérée. Malgré la croissance, la France n'assainit pas ses finances, et la crise de 2008 n'arrange pas les affaires avec une explosion de la dette publique pour sauver l'économie et les banques. En 2007, la dette était de 64% du PIB, et en 2010, 85%. Cependant, les taux d'intérêt sont en forte baisse grâce aux politiques monétaires accommodantes, environ 3% en moyenne. De 2010 à 2020, la crise de la zone euro en 2011 et 2012 provoque un gain de rigueur dans certains pays, mais pas vraiment en France. Cependant, grâce à la politique de taux zéro / négatif de la BCE, l'État peut emprunter quasiment gratuitement, voire être payé pour emprunter. La dette s'élève à 98% du PIB en 2009, avec des taux proches de zéro, voire négatifs de 2016 à 2021. Et en 2020, évidemment, le Covid et la politique du « quoi qu'il en coûte ». Explosion des dépenses pour soutenir l'économie pendant les confinements, et la politique du « quoi qu'il en coûte », qui crée des dettes colossales contractées à taux très bas. Fin 2020, la dette était de 115%, 17 points de pourcentage de plus qu'en 2019, partiellement sauvée par des taux d'emprunt encore très faibles. Et depuis 2022, avec la fin de la politique de taux zéro, les marchés exigent de meilleurs rendements, et le taux d'intérêt remonte. En 2024, le taux d'intérêt était entre 3 et 3,5%. Tout ça fait exploser le service de la dette, qui dépasse les 50 milliards d'euros par an, premier poste du budget de l'État. Ce qui nous mène à aujourd'hui, plus de 3300 milliards d'euros de dette, environ 119% du PIB, avec des estimations pour 2025 qui montent jusqu'à 80 milliards. Et nous voilà aujourd'hui, endettés jusqu'à la moelle avec un gouvernement qui refuse de découper la dépense publique à la tronçonneuse. Tout ça c'est bien gentil, mais où est le problème? Sans même parler du cas de non-remboursement, la dette publique est en soi moralement discutable, puisque c'est de l'impôt différé. Si l'État dépense 100 euros mais ne prélève que 90, il doit emprunter 10 euros. Ces 10 euros devront être remboursés dans le futur, avec des intérêts, par les contribuables de demain. Donc les générations qui causent de la dette payent moins d'impôts, pour les faire payer encore plus cher à cause des intérêts, par les générations suivantes. Et les intérêts, justement. C'est là que ça se complique. En 2023, l'État a payé environ 50 milliards d'euros juste pour le service de la dette, les intérêts. Ces intérêts n'ajoutent aucune valeur.
Ils ne financent ni écoles, ni hôpitaux, ni retraites, ni quoi que ce soit d'autre, et plus la dette est élevée, plus ses intérêts sont lourds. Et quand les taux d'intérêt remontent, comme depuis 2020, le coût explose. Et c'est un cercle vicieux. On s'endette pour éviter de faire des réformes difficiles, la dette augmente, les intérêts aussi, il faut augmenter les impôts pour payer les intérêts, ça freine la croissance, donc moins de recettes, on s'endette encore plus, etc., etc. La dette, c'est du courage politique différé. S'endetter, c'est refuser de faire des choix aujourd'hui, et refiler la facture à la génération suivante. C'est une manière de financer la paix sociale à crédit sans assumer le coût politique des réformes. Nous sommes donc dirigés par des couards, des pleutres, des mauviettes, depuis 50 ans. Pour illustrer comment pourrait se passer le défaut de dette en France, je vous propose de refaire l'histoire de la dette grecque. La Grèce entre dans la zone euro en 2001, avec des comptes publics trafiqués pour respecter les critères de Maastricht, notamment via des montages financiers avec Goldman Sachs. Elle profite alors de taux d'intérêt très bas grâce à l'euro, comme l'Allemagne, ce qui lui permet de s'endetter massivement. Les dépenses publiques explosent, salaires de fonctionnaires, retraite précoce, fraude fiscale endémique, et en 2009, la dette dépasse 130% du PIB et le déficit annuel est de 15% du PIB. En 2009, le nouveau gouvernement de Georges Papandréou révèle que les chiffres ont été maquillés. Les marchés paniquent, la Grèce est considérée comme insolvable, et les taux d'intérêt exigés pour prêter à la Grèce explosent, jusqu'à 30%. Pour éviter un effondrement de la zone euro, l'UE, la BCE et le FMI organisent un plan d'aide massif. 110 milliards d'euros en 2010, puis 130 milliards en 2012. En échange, la Grèce doit appliquer une austérité brutale. Baisse de salaire, de retraite, hausse d'impôts et privatisation. En mars 2012, la Grèce fait défaut. Elle renégocie sa dette privée avec les banques, fonds et investisseurs. C'est le plus gros effacement de dette souveraine jamais réalisé. 53% de pertes sur la valeur nominale des obligations et environ 100 milliards d'euros effacés. Ce défaut est ordonné, il est géré politiquement pour éviter un effondrement complet, et c'était pas un non-remboursement brutal, mais un accord forcé sous pression du FMI et de l'UE. Entre 2009 et 2016, le PIB grec chute de 25%, le chômage grimpe à 27%, plus de 50% chez les jeunes, un véritable effondrement des services publics et une explosion de la pauvreté. Les salaires et les pensions sont rognés, les hôpitaux manquent de médicaments, le pays est placé sous tutelle économique. Et pour l'économie du pays, perte partielle de souveraineté, les budgets sont validés par les créanciers, l'investissement chute, les banques s'effondrent, les capitaux fuient, et l'économie reste moribonde pendant près d'une décennie. C'est en 2018 que la Grèce sort, symboliquement, de ses programmes d'aide, et la dette publique reste très élevée, environ 180% du PIB. Mais les remboursements ont été étalés jusqu'à 2060, avec des taux très faibles grâce à l'UE. Après l'écriture du script, je suis tombé sur cet article d'Europe 1. On se demande pourquoi, connard ? J'avais rédigé un petit paragraphe pour expliquer en quoi la situation de la Grèce en 2010 était comparable à celle de la France, malgré une économie plus vaste, plus de souveraineté monétaire et une image de marché différente. Je crois que j'ai même plus besoin de justifier le parallèle. Mais c'est pas grave, il suffit de pas la payer. Je sais même pas par où commencer tellement cette idée est au-delà de ridicule. Imaginez juste que vous ayez contracté un prêt de 1 million d'euros auprès de votre banque, et que vous appeliez votre banquier pour lui dire que vous arrêtiez de rembourser. À votre avis, comment ça se passerait pour vous ? Prenons juste l'aspect budgétaire des dépenses publiques. Pas de remboursement de la dette, ça veut dire qu'on peut utiliser cet argent ailleurs, non ? Bah non, MDR. Puisque si on ne rembourse pas la dette, personne ne va nous prêter d'argent. Et puisqu'on rembourse actuellement la dette avec encore plus de dettes, on appelle ça rouler la dette, cet argent disparaît complètement des dépenses publiques. En 2024, le déficit de la dépense publique s'élevait à 5,8% du PIB. Ce montant doit disparaître des dépenses publiques puisqu'on n'a pas d'argent pour les payer. Et donc au moment du défaut, il y a un choix à faire. Le communisme ou le libéralisme. Parce que oui, ne pas rembourser autrui revient à saisir directement sa propriété privée. Tournez ça comme vous voulez, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est du communisme. On va parler de l'hypothèse communiste. L'État refuse les coupes budgétaires. En première ligne de la disparition des fonds liés à la dette, les retraités. Comme expliqué dans ma vidéo sur les retraites, qui voient leur répartition réduite de 20%. Deux options, soit on compense en augmentant les cotisations, le grand retour de la sainte boucle des cotisations, soit on laisse les retraités souffrir. En tant que bon pays communiste, on augmente les cotisations, l'enfer fiscal devient de plus en plus invivable pour les contribuables, ceux qu'ils peuvent s'en vont, ce qui accélère encore plus l'effondrement économique, encore moins d'aide, etc. Ne rêvez pas, les riches seraient déjà très loin. Il est même pas possible de saisir les moyens de production, sans transformer les salariés en stagiaires non payés en tout cas. Parce qu'on n'a pas de quoi les payer. Pour rappel, ce n'est que la partie dépenses publiques. Je pourrais partir sur des hypothèses complètement folles pour ce qui est des relations internationales, mais le champ des possibles est tellement large que ça vaut même pas la peine de le faire. Sachez juste qu'en moyenne, ça arrangerait sûrement pas la situation. Et l'autre option alors ?
Vous l'attendiez, le grand retour du fichier Excel. Le seul, l'unique, le véritable. Alors, on va reposer le cadre. Je vais pas reparler des retraites, si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur le sujet. J'en profite juste pour dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites erreurs dans mes calculs. Après correction, on passe à l'équilibre sur les retraites en 2046, au lieu de 2045. Par contre, je vais reparler du FSTR, qui a été renommé FS entre-temps. Pour le plan global, on garde le départ à 59% du PIB de dépenses publiques et 52% de recettes. Pour les paramètres qui changent, on veut arriver à une vitesse éclair à 45% de dépenses. Objectif fixé à 2028, puis 20% en 2050. Les recettes diminuent linéairement à partir de 2028, pour arriver à 25%, en prenant en compte la dépense liée au fonds souverain, en 2055. On étend la simulation de 10 ans pour arriver en 2060. Pourquoi ces changements ? Pour éviter que les intérêts de la dette fassent effet boule de neige. Depuis l'investiture de François Bayrou, le taux d'intérêt est passé à 3,45%. N'ayant pas accès au taux exact de la dette actuelle, j'ai pris le pire cas. On commence à 3,45. Et aucun prêteur ne reprend confiance en la France pendant les années de simulation. Donc le taux d'emprunt ne diminue pas avec le temps. Décidément, j'aurais dû attendre quelques jours pour écrire le script. Les 3,45% de taux d'intérêt n'ont pas une longue espérance de vie, apparemment. Cette coupe à la tronçonneuse des dépenses publiques représente 410 milliards de dépenses publiques en 3 ans. Une chute très rapide, mais si on veut éviter l'effet boule de neige, nécessaire. Je vous affiche à l'écran les quelques dépenses qui me sont passées par l'esprit qui pourraient être supprimées ou réduites en premier. Les 15 premières années de ce plan sont les plus importantes. Il faut tout faire pour que la confiance des prêteurs ne tombe pas plus bas, au risque de retarder le remboursement de plusieurs années. Pour le fonds souverain, on utilise les mêmes conditions concernant les versements et les intérêts. On met cependant de côté la croissance du PIB, pour simplifier les calculs. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'une hypothèse très pessimiste, mais le nombre de fonctionnaires au chômage dû aux coupes budgétaires mettra un coup de mou à l'économie, surtout si c'est pas compensé par une baisse des recettes publiques. Donc autant ne pas s'embarrasser avec des calculs supplémentaires, il y en a déjà bien assez, on met la croissance à zéro. J'ai rajouté 2 points stratégiques au fonctionnement du FS. Une fois l'équilibre atteint pour les retraites, on injecte l'excédent des intérêts dans le solde budgétaire, et après 2050, les versements d'alimentation du FS sont aussi injectés dans le solde budgétaire. Le solde budgétaire est utilisé pour rembourser la dette. Voici la nouvelle version du tableau, vous pourrez trouver le document complet dans la description si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'on observe ? On a complètement remboursé la dette en 2060, et on retourne au niveau de la dette de 1970 en 2056. Et malgré une grosse hausse sur les 3 premières années, le fameux effet boule de neige, la stabilisation est rapide et la baisse durable à partir de 2033, après une légère réhausse. 8 ans pour une baisse durable, 31 ans pour effacer complètement la lâcheté des dirigeants des 55 dernières années, et seulement 4 ans de plus pour être complètement débarrassé de la dette. Encore une fois, il s'agit d'un modèle, rien ne garantit qu'on arrivera à faire fructifier le fonds souverain de 4% tous les ans, mais j'estime avoir pris suffisamment d'hypothèses pessimistes pour compenser ça. Pas de croissance du PIB du tout, même sur la fin du plan où les licenciements des fonctionnaires ont normalement été absorbés avec le temps. Chaque dixième de point de croissance en plus aide énormément le plan. Départ à 3,45% d'intérêt pour la dette et pas d'ajustement de marché favorable, ni défavorable, mais j'y viens. Conservation du FS pour les retraites, même s'il ralentit le remboursement de la dette. Le gros intérêt du FS dans cette simulation, c'est qu'il me permet de servir de tampon. Dès que les retraites sont à l'équilibre, on peut arrêter de l'alimenter et décider à la place de rembourser la dette ou réduire les recettes fiscales. Il peut aussi compenser une augmentation de taux d'intérêt de la dette pour permettre de prévenir encore plus l'effet boule de neige en cas de besoin. Ce genre de constat me rend dingue. J'ai pas l'impression qu'il faille avoir fait le MIT, Polytechnique ou quelconque école hyper prestigieuse pour arriver à ces résultats. Qu'on vienne pas me faire croire que pendant 50 ans, aucun président, aucun ministre, aucun député ou sénateur n'a pu prendre quelques heures pour faire ce qu'a fait un mec en slip avec un tableur, une connexion internet et une image de renard générée par une IA. C'est pas possible, c'est pas de l'incompétence. Le rasoir devant nous dit de pas attribuer à la malveillance qu'on peut expliquer par la bêtise. Mais là non. Ce serait trop facile, trop commode. 50 ans de lâcheté, 50 ans de compromission, 50 ans de mépris pour ceux qui payent, qui bossent, qui croient encore qu'on peut faire mieux. Ce ne sont pas des erreurs, c'est une trahison. Une confiscation méthodique du futur au nom du confort de quelques-uns. Non, ce qu'ils font, ils sont très au courant. Il est plus que temps que ça cesse. Il est temps de reprendre ce qui nous revient de droit. Il est temps de faire le ménage, sans faiblesse.